de l'amour par l'auteur de L'amour et l'Occident, M. Denis de Rougemont. Ce livre répond à une question que tout homme se pose dans sa vie, cette question étant quelle est la valeur de mes sentiments, quelle en est la réalité, question que cet homme se pose seulement s'il est occidental, n'est-ce pas? En effet, l'amour comme problème est un phénomène purement occidental. Il suffit de voyager un peu dans les pays d'Asie, de lire les œuvres de la littérature asiatique pour se rendre compte que l'amour, passion, l'amour sentimental, n'a jamais été, ni pour les hindous, ni pour les chinois, ni pour les bouddhistes en général, un problème. Pourquoi? Ça n'est un problème pour nous occidentaux que parce que nous vivons dans une culture dominée par le christianisme, qui est une religion de l'amour, mais au sens le plus noble du terme, au sens de l'amour du prochain ou de l'amour de Dieu, et qui n'a pas du tout de livre sacré, disons la chose d'une manière très précise, sur l'amour physique, par exemple, comme en ont les religions orientales, les religions brahmanistes et bouddhistes. L'amour physique est considéré soit comme une chose dont il ne faut pas parler, soit comme le péché, et n'est nullement relié aux autres formes de l'amour, l'amour du prochain ou l'amour divin ou l'amour mystique. Bien que, chose curieuse en Occident, nous ayons un seul mot pour désigner toutes ces formes de l'affectivité, alors que dans les autres cultures, il y a une quantité de mots différents et que vous ne trouvez pas un mot qui signifie amour en chinois ou dans les langues de l'Inde, par exemple. Voilà donc les données de notre problème. Nous sommes des chrétiens ou des gens qui ont été formés par le christianisme à travers notre culture, qui est une culture et une religion de l'amour, mais tout ce qui est amour physique, tout ce qui est amour sexuel est au fond mis au banc de l'éducation. Nous n'avons pas d'éducation sentimentale en liaison avec notre religion. Ce livre nous aide à avoir des idées claires, à évaluer nos sentiments. Vous nous donnez pour cela deux repères. Vous décrivez plutôt deux mythes qui nous tentent sans cesse, celui de Tristan et celui de Don Juan. Voilà deux mythes qui sont l'essence même de l'amour occidental. Deux créations de la culture occidentale qui sont totalement inconnues dans toutes les autres cultures de l'Orient. Vous n'avez aucun équivalent ni de Tristan ni de Don Juan dans les écrits sacrés de l'Inde ou de la Chine, pour revenir à ces deux grands exemples qui symbolisent, à mon sens, tout l'Orient. Au contraire, dans l'espèce de problématique générale de chaos presque que représente la vie amoureuse dans notre culture, il me semble que ces deux mythes peuvent nous servir de repères. Ils symbolisent sous une forme grandiose, très purifiée par les arts, par la musique, par le roman et la poésie, deux attitudes extrêmes de l'occidental amoureux, de l'occidental tourmenté par les problèmes de l'amour. Comment les résumez-vous? Alors, vous avez Don Juan, d'une part, qui pourrait être caractérisé comme l'homme qui n'aime pas réellement aucune femme, qui aime la femme en général, qui aime la féminité, et qui la cherche à travers toutes les femmes. Il collectionne. Il prend les femmes et il les laisse tomber parce que très vite, il trouve qu'elle n'est pas la femme. À l'autre extrême, vous avez Tristan, qui lui trouve toute la féminité en une seule femme, qu'il a choisie définitivement. Chose curieuse, ces deux mythes, qui sont ainsi, au fond, ainsi très faciles à définir et à opposer, comme le jour et la nuit, comme deux complémentaires, ces deux mythes s'opposent tous les deux au mariage, d'une manière très nette. Don Juan s'oppose au mariage parce qu'il ne veut pas se fixer. Le mariage est tout de même la fixation sur un être. Tristan s'oppose au mariage en ce sens qu'il le dépasse. Il trouve que ça n'est pas assez. Il ne veut pas vivre avec Iseux ou Isolde. On n'imagine pas très bien Tristan et Iseux mariés. On n'imagine pas Madame Tristan, n'est-ce pas, quand on pense à Iseux. Il veut quelque chose qui dépasse la vie quotidienne, la vie avec un être réel, quelque chose qui va si loin que ça finit dans la mort d'amour de la fin de l'opéra de Wagner.
Vous avez donc ces deux mythes qui s'opposent au mariage, l'un restant en deçà du mariage, c'est Don Juan, et l'autre allant au-delà. Vous donnez deux exemples dans votre livre de ces deux mythes, l'incarnation de ces deux mythes, l'un étant Kierkegaard, l'autre Nietzsche. Alors, j'ai essayé d'illustrer ces deux mythes en parlant de deux des grands penseurs qui dominent au fond toute la culture du XIXe et du XXe siècle. Peut-être que leur rôle est plus important au XXe qu'il n'a été au XIXe. C'est le grand philosophe danois Kierkegaard, qui est le père de l'existentialisme vers les années 1840 et 50, et l'autre est Nietzsche. Chose étrange, ces deux êtres ont commencé leur carrière d'auteur par deux livres qu'ils ont écrits chacun quand ils avaient à peu près 30 ans. L'un sur Don Juan, le Don Juan de Mozart, c'était le livre de Kierkegaard, ou bien. L'autre sur le Tristan de Wagner, et c'était l'origine de la tragédie de Nietzsche. Or, si vous regardez la vie et l'œuvre de ces deux hommes, vous apercevez d'une sorte d'alternance très curieuse des deux mythes. Kierkegaard, dans sa vie d'homme réel, est tombé fortement amoureux d'une jeune fille de 16 ans, 17 ans, avec laquelle il s'est fiancé, qui était son iseux à première vue, et qui était tellement son iseux que, pour des raisons très bizarres, qu'il a essayé d'expliquer sans y arriver pendant toutes ses œuvres, il a refusé d'épouser, si bien qu'elle s'est mariée ailleurs, et comme iseux épousant le roi Marc, qu'il a continué à en être amoureux toute sa vie jusqu'à sa mort. Il s'est conduit donc dans sa vie réelle exactement comme Tristan. Or, dans son œuvre, il a toujours parlé de Don Juan. Vous voyez cette espèce d'alternance des deux mythes. Quand l'un est vécu, l'autre est rêvé. Quand l'un est conscient, l'autre domine l'inconscient et les rêves. Chez Nietzsche, je serai plus bref là-dessus parce que c'est un peu plus complexe. Nietzsche n'a pas de vie amoureuse. Il a vécu en vieux garçon, professeur, et ensuite se transportant d'une petite pension à l'autre à travers toute l'Europe, écrivant ses livres tout seul, solitaire. Mais il a commencé par exalter le mythe de Tristan chez Wagner, puis tout d'un coup, il a passé à ce qu'il estimait son vrai moi et qu'il appelait le Don Juan des vérités, le Don Juan de la connaissance. Et il s'est conduit avec les idées qu'il prenait et laissait tomber parce qu'elles ne lui résistaient pas suffisamment, que jamais aucune d'entre elles ne le fixait. Il s'est conduit avec les idées comme Don Juan avec les femmes, jusqu'au jour où il a trouvé une seule idée vers la fin de sa vie, avant de devenir fou. C'était l'idée du retour éternel de toutes les choses, de l'éternité. Et alors il a fait cette explosion lyrique dans Zarathustra, car je t'aime, ô éternité. Il s'est fixé sur cette idée qui est devenue son iseux, son Isolde. Et vous avez ainsi l'alternance de ces deux mythes manifestés d'une manière très pure dans ces deux vies. Mais comment peut-on espérer être lucide alors que des hommes comme Kierkegaard et Nietzsche ont été victimes de leur propre mythe, de cette alternance? Ils en ont été les victimes, mais ils les ont illustrés d'une manière exemplaire. Alors, ils nous sont très utiles, leur exemple nous est utile pour ce que j'appellerais une mythanalyse de nos sentiments. Nous vivons dans une énorme confusion sentimentale et qui croît et embellit à mesure que toutes nos littératures, nos musiques, nos opéras cherchent à illustrer ces sentiments. Si nous voulons essayer de nous orienter un petit peu dans ce chaos, dans cette anarchie, je crois que nous avons tout avantage à prendre une conscience de plus en plus lucide de ces deux grands mythes qui sont comme deux modèles que nous suivons plus ou moins consciemment. Alors, si nous arrivons à les illustrer, à lire leur jeu dans des cas extrêmement purs et grandioses, comme ceux de Kierkegaard et de Nietzsche, je pense que cela peut nous aider à prendre conscience de ce que nous vivons, des raisons qui nous poussent à prendre telle décision ou à ne pas la prendre, à céder à tel désir ou à ne pas y céder, ne sachant pas trop pourquoi, nous dirigeons vaguement d'après des morales qui sont au fond bien abstraites et que nous croyons plus ou moins, plutôt moins que plus. Je crois que nous aurons tout avantage
à poursuivre ce que j'appelle cette mythanalyse, cette analyse des grands exemples mythiques, de manière à mieux assumer ce que nous vivons, à mieux comprendre nos propres sentiments et à mieux comprendre ces puissances de l'âme que sont les mythes, Don Juan et Tristan, qui nous dirigent très souvent à notre insu. Et à ne pas être ce pantin dont parlait Kierkegaard. À ne pas être exactement, c'est une très bonne citation, Kierkegaard disait, n'est-ce pas, tant que nous ne saurons pas mieux ce qui gouverne notre amour, nous risquons d'être les pantins dont une force inconnue tire les ficelles. Je vous remercie de nous y aider.